En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des acteurs du football. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le foot. Aujourd'hui, notre invité est le coach portugais Luís Norton de Matos, un des grands experts de la périodisation tactique, une méthodologie d'entraînement incontournable. Cette année, il a été responsable du développement du football au LOSC, jusqu'au départ de Luís Campos, le directeur sportif. Vous allez voir qu'il a eu un parcours passionnant. Il a été entre autres joueur international, entraîneur en première division portugaise, sélectionneur de la Guinée-Bissau, directeur sportif du Sporting Portugal, entraîneur de l'équipe B du Benfica ou encore directeur de centre de formation au Sénégal et actuellement en RDC. Ah, et il a aussi été le sélectionneur de l'Inde lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Bref, sa vie est un roman et nous avons la chance qu'il nous en partage ici de nombreuses anecdotes. Bonne écoute! Bonjour Luís, merci d'être là aujourd'hui. Comment vas-tu? Bonjour, ça va? Je suis bien ici en Afrique. Ouais, c'est ça, parce que donc on fait cette discussion à distance parce que tu es en ce moment en RDC, République démocratique du Congo. Oui, dans la région du Katanga, à Lubumbashi, la capitale de cette région. Exactement. En fait, pour la petite info, moi j'avais enregistré un épisode avec Yoann Curbilier, qui est le directeur de l'académie du TP Mazembe. Oui. Et toi, tu es dans une autre académie de la même ville. Moi, je suis dans l'académie Red Eagles, que c'est une académie qui est liée au club belge d'Antwerp. Ouais. Et on n'est pas dans la même ligue parce que c'est un projet beaucoup plus directionné pour la formation des joueurs, donc moins pour la compétition de Première Ligue ou Deuxième Ligue. L'objectif de notre projet, c'est former des joueurs avec la méthodologie européenne, avec certaines notions de jeu, enfin ici localement, dans leur habitat naturel, et pour possibilité aux joueurs après de pouvoir éventuellement partir en Europe au moment qu'ils auront 18 ans, parce que c'est ça la règle européenne de la FIFA de football. Et alors, pour faire jouer les joueurs dans un contexte seulement de juniors, enfin pour nous c'est pas tellement intéressant parce que on veut des défis un peu plus poussés. C'est pour ça qu'on joue championnat de seniors de la région de Lubumbashi. Alors on joue un championnat qui vient de terminer. Il reste un match, mais on est champion avec une équipe de juniors dans un championnat de 22 équipes seniors. Alors, je crois qu'ils vont pouvoir grandir sportivement beaucoup plus, mieux qu'ils jouent seulement en junior. Bien sûr, bien sûr. Et donc toi, après, on va revenir en arrière sur ton parcours, mais maintenant qu'on est déjà directement en RDC, dans cette académie, toi, maintenant, tu vis là-bas, c'est ça? Je fais des périodes ici de quelques semaines, donc on a arrangé que je viens... avant le Covid, j'ai passé ici 3 fois 2 mois, donc J'ai passé 6 mois. Et donc je viens, je repars, je fais la formation aussi des entraîneurs locaux. Je laisse ma méthodologie donc par écrit. Donc tous les entraînements sont organisés dans comme je dis, dans une logique de la périodisation tactique. Donc je forme ces entraîneurs. Et au début, je viens après surveiller toute cette méthodologie. Et en même temps, maintenant, on cherche, c'est la deuxième étape de ce projet, après 1 an et demi, c'est vraiment essayer que les joueurs puissent avoir une expérience européenne. Comme le Covid empêche pour le moment que les joueurs puissent faire ce qu'ils faisaient toujours avant, c'est venir à l'essai à des clubs européens. Et comme c'est pas possible, donc c'est un peu plus difficile parce qu'il faut qu'un club croit, disons, mes informations pour faire un contrat professionnel direct sans les avoir vus jouer, même s'il y a des vidéos, c'est différent. C'est dommage parce qu'il y a un an, au mois de mars, quand je suis parti en 2020 pour l'Europe, c'était pour programmer ou pour confirmer tous les matchs qu'on avait programmés en Belgique contre l'Antwerp, France contre le Lille, au Portugal contre Benfica, Sporting. Enfin, on allait passer 1 mois en Europe à montrer nos joueurs. Malheureusement,
ça a commencé comment est-ce qu'on dit, le confinement. Et alors, ça a été stoppé. J'ai passé 2 mois et demi sans savoir si je pourrais voyager ou pas. Et entre-temps, j'ai eu une invitation du LOSC pour aller faire disons, toute la formation de l'académie au niveau de méthodologie d'entraînement. Et c'est comme ça que j'ai quitté ici pour un contrat de 2 ans, mais après, on n'a pas eu de match. J'étais entraîneur de l'équipe de N3. On a fait seulement 4 matchs, mais le développement, enfin, ça a été un peu intermittent parce qu'il y avait des cas de Covid, on avait des confinements, enfin, ça a été un peu dur. Et finalement, au mois de décembre, on était surpris par la vente du club. Donc, et toutes les bases qui m'ont amené au LOSC avec Luis Campos, enfin, sont tombés. Et alors, j'ai trouvé un accord parce qu'il y avait des idées différentes pour les nouveaux propriétaires. Et alors, logiquement, je suis venu donner ici un coup de main pour voir si c'est possible encore cette année que des joueurs ici du Congo puissent partir dans un marché comme le Portugal, par exemple. Pour qu'on comprenne bien, cette académie au Congo, elle appartient à Antwerpen. Antwerp, c'est un partenaire. C'est un partenaire privilégié. Et moi, c'est la personne moi, j'étais envoyé ici exactement pour trouver des joueurs. Comme vous savez, la Belgique, c'est un marché naturel du joueur congolais. Il y a beaucoup de Congolais en Belgique et même Antwerp, le buteur du championnat, c'est congolais. Donc, c'est un peu normal qu'on puisse faire ça en Mbokani. C'est la référence des Congolais au championnat belge. Et donc, c'est cette liaison que ça termine maintenant en juin. Je ne sais pas si va être ou non renouvelé, mais le club maintenant a des bases aussi pour pouvoir suivre un peu indépendamment pour l'avenir. Donc, le plus difficile, c'était ce démarrage, tu vois, le démarrage des projets. Donc on voit qu'on est rentré tout de suite dans le vif du sujet et dans le voyage, dans le foot africain. Est-ce qu'on va un peu rembobiner et on va te laisser te présenter parce que quand même, voilà, tu as une grosse carrière de joueur, d'entraîneur pour arriver aujourd'hui là où tu es. OK. Donc moi, j'ai un parcours qui c'est un peu atypique en rapport à ce que normalement c'est la carrière d'un joueur ou d'un entraîneur. Parce que moi, j'ai commencé à jouer au football assez tard. Enfin, j'ai toujours joué dans mon collège à l'époque au Portugal. Donc, j'ai participé dans les championnats d'étudiantes. Et alors, parce que j'habitais tout près du stade de Sporting de Lisbonne, donc j'ai reçu une invitation pour aller là-bas. Et c'est mon premier épisode qui montre certaine indépendance, parce que je suis très marqué pour une époque. Donc, j'ai accompagné le mai 68, le festival de musique de Woodstock. Enfin, j'étais toujours très attentif au monde, même si au Portugal, on n'avait pas tellement d'informations. Mais j'ai eu le privilège d'avoir des amis qui étaient des pilotes de la compagnie TAP qui m'amenaient des revues de l'étranger. Toujours attiré par l'international, par ce qui se passait à l'extérieur du Portugal. Pas l'international, pas le football. Enfin, je me souviens d'une époque, parce qu'au Portugal, on avait une chaîne de télévision et seulement une fois par an, on voyait la Coupe d'Angleterre, finale, en noir et blanc. Ah ouais. Et je parle des années 70. Et alors, tu sais, il n'y avait pas d'informations. Donc, chaque match qu'on se présentait, c'était vraiment une course pour la télévision, même en noir et blanc. Mais depuis petit, je suivais Benfica à cause des Coupes des Champions 62, 63 et Eusebio, enfin, c'était notre idole. Et plus tard, j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer avec lui, que c'était un grand honneur, parce que pour moi, c'est un joueur, c'est de notre planète aussi, comme Ronaldo. Mais à Sporting, moi, j'avais une illusion énorme de jouer. Pour la première fois, un club comme Sporting, c'était à 3 minutes à pied de chez moi.
Et quand je me présente, c'était difficile. Mon père, il ne me voulait pas laisser jouer football parce qu'il y avait une guerre coloniale à l'époque. Et donc, moi, si je ratais mes études au niveau si je rentre pas à l'université, je ne savais pas. Je devais partir au service militaire à 18 ans. Et alors, la probabilité d'aller combattre en Angola, au Mozambique, enfin tous les pays où il y avait la guerre. Donc c'était vraiment des temps un peu différents. Ton père, il voulait éviter ça? Ouais, ouais. Et moi, comme j'ai étudié pour aller étudier droit, donc il y avait la famille m'a dit, écoute, c'est vrai, à l'époque, si tu avais une blessure de ménisque au ligament, ta carrière, c'était fini. Alors, il me disait, écoute, il vaut mieux étudier, avoir un diplôme que jouer au football, que c'était pas pas professionnel du tout encore à l'époque, c'était vraiment un risque. Mais quand mon père, finalement, par mon insistance, parce que tout le monde disait qu'il faut qu'il joue, parce qu'il joue bien, et je sais pas quoi, je me présente à Sporting, finalement, et dire que mon père il est d'accord. Donc, comme j'étais mineur, il fallait qu'il signe le papier pour que je puisse jouer. Et quand je viens avec le papier signé tout bien, je frappe la porte du directeur et je rentre. Il dit, ok, j'ai ici le papier de mon père. Oui, mais écoute, pour jouer à Sporting, la première chose que tu vas faire, c'est couper tes cheveux. Et alors, pour moi, j'ai dit tout de suite, parce que j'étais toujours avec personnalité, j'ai dit, écoute, mon père, il ne m'oblige pas, alors vous n'avez pas le droit de me demander ça. Donc, alors vous ne jouez pas ici. Alors, je ne joue pas ici. J'ai tourné le dos et je suis parti. Ah ouais. Et alors, je commence ma carrière, parce que dans mon collège, il y avait un ami qui jouait à Estoril, donc c'était une petite équipe en junior. Il me dit, écoute, viens jouer à Estoril. Donc, tu as largement ta place. Mais j'ai dit, mais Estoril, c'est très loin pour moi. Estoril, c'est 40 ou 50, c'est une heure de train, enfin à l'époque, de transport public. Et les entraînements, c'était le soir pour les juniors. Et alors, il me dit, mais tu viens, tu dors chez moi, parce qu'il avait une villa là-bas. Et il me dit, il n'y a pas de problème. Alors, c'est comme ça que je commence à jouer. C'est pour ça que j'ai commencé seulement à 17 ans. J'étais déjà un an avant d'entrer à l'université. Et alors, mon père, il était tout content, parce que, enfin, c'est pas la même discipline, peut-être, à l'époque, aux responsabilités comme Sporting. Et je commence. Et alors, je crois que j'ai fait 8 matchs ou 9 matchs et j'ai signé direct pour Benfica. Alors, j'ai fait encore une saison à Benfica, junior, et je commence à voyager. D'ailleurs, mon premier tournoi à l'étranger, parce qu'à l'époque, on voyageait beaucoup moins, c'est en France, dans le nord de la France, au tournoi international de Croix, donc près de Roubaix. Et je me souviens comme aujourd'hui, c'est l'excitation de partir, enfin de jouer. Et alors, j'ai signé un contrat de 3 ans professionnel, j'étais champion national junior, mais malheureusement, et c'est un peu une chose que je regrette, c'est que malgré que j'ai passé 5 ou 6 matchs sous le banc quand j'avais 18-19 ans, j'ai jamais joué dans l'équipe principale de Benfica. Ok, j'étais prêté parce que j'ai étudié à l'époque, j'ai pas droit, parce que j'ai choisi après étudier, j'ai fait le cours supérieur d'éducation physique parce qu'il y a la Révolution portugaise, le 25 avril de 1974. Donc, moi, j'ai joué à cette époque, je suis parti à Académica, j'avais 18 ans, pour entrer à l'université de droit, que c'était la meilleure du pays à l'époque, donc à Coimbra. Mais avec la révolution et tout ce qui s'est suivi, et la fin de toutes les guerres et tout ça, moi je dis, écoute, je vais faire mon cours d'éducation physique, je retourne à Lisbonne. J'étais prêté à mon premier club aussi, à Estoril. Et alors j'ai fait mon premier match en Liga à Coimbra, Académica. Alors je joue à Estoril et je joue en prêt aussi à Atlético, tous des clubs de Liga au Portugal. Et alors, je termine mes études. Et je vais à Belenenses. Et à Belenenses, il y a un manager hongrois qui, qui est venu à Lisbonne avec le président à l'époque du Standard, M. Roger Petit, et qui m'a vu, qui allait voir un joueur qui jouait dans mon équipe. Mais moi, j'étais l'homme du match. Et alors, après le match, il m'a invité. Je suis allé à Liège. Alors, j'ai signé un contrat professionnel à Liège. Standard de Liège, ouais.
au Standard 78. Et pour moi, honnêtement, c'est là que j'ai pris conscience du vrai professionnalisme. Il y avait un monde, une grande différence en tout. Hein. Même j'étais à Benfica, mais quand je suis arrivé au Standard, j'ai vu un niveau de professionnalisme beaucoup plus important. Et alors, c'était aussi pour moi un choc culturel, parce que nous, comme je vous ai dit, moi, je quitte le Portugal en 78, dans un pays qui venait d'une révolution avec beaucoup de problèmes économiques, un pays qui était très fermé donc à l'extérieur. Et alors, quand j'arrive à Liège, je me souviens que les premières choses, comme je venais d'un pays qui avait une chaîne de télévision noir et blanc qui commençait à 7 heures du soir et terminait à minuit. Donc, la première chose que j'ai vue dans mon appartement, que le club m'a mis à disposition, c'est 15 chaînes couleurs. Tu vois. Pour moi, c'était un monde, voir football en couleur, je n'ai jamais vu à l'époque. Alors, des tournois de tennis, Wimbledon, Roland-Garros, des festivals de musique. Moi j'ai passé c'était très bien du point de vue professionnel parce que je ne quittais pas la maison. Je sortais de l'entraînement, c'était télévision, Ah ouais. parce que c'était pratiquement 24 heures par jour. Et ça, en 1978. Et j'ai appris beaucoup et j'ai la chance. Et là, je considère que c'est la grande université que j'ai d'entraînement. Ça a commencé en 1979 avec l'entraîneur qui était une légende, qui est une légende encore, c'était Ernst Happel. Lui qui a été champion d'Europe de Champions League, deux fois, avec FC Bruges et Hambourg, qui venait justement du mondial d'Argentine de 78. Et alors lui, c'est vraiment ma Bible d'entraînement, c'était Ernst Happel. Et à l'époque, comme j'avais fait le cours d'éducation physique, à 24 ans, j'étais déjà entraîneur de football. J'avais le plus grand niveau parce que mon diplôme de finale de course était basé sur le football. Donc, moi, j'avais une curiosité énorme et tous les entraînements de Erstap pendant 2 ans, je l'ai tout gardé. J'ai un grand bouquin chez moi et moi, chaque nuit, je remplissais les pages pour l'entraînement, les exercices et tout ça. Tu le faisais pour toi, en tant que joueur, pour t'améliorer, ou vraiment déjà tu avais dans la tête, tu disais je veux me former pour plus tard? Les deux choses. Moi, pour la curiosité de l'entraînement, parce que moi, j'aimerais bien comprendre, parce que j'avais étudié la physiologie de l'effort, tout ça. Et alors, j'ai mis tout pour savoir les temps de duration d'exercice. J'ai un travail, apparemment, ça semble un travail fou, mais c'était un plaisir. Et en même temps, j'ai dit plus tard, je serai peut-être un éducateur. Donc, mais j'avais déjà cette conscience technique, tactique, physique de l'entraînement. Et la grande révolution d'Appel, c'est qu'en 1978, tous ces entraînements se faisaient avec un ballon. Donc, il n'y avait pas cette distinction qui existe encore à beaucoup de coachs, que c'est un jour c'est le physique, l'autre jour c'est la tactique, l'autre jour c'est la technique. Non, c'était tout mélangé dans une unité d'entraînement qui englobait tous ces facteurs, toujours avec ballon. Et alors, quand on parle de préservation tactique aujourd'hui, pour moi, c'est ça, c'était déjà ça. Révolutionnaire, lui, quand même. Très révolutionnaire. Moi, je me souviens d'un autre entraîneur que j'ai eu, le premier, Robert Vassell, il disait à tout le monde, je suis ravi d'être remplacé par un entraîneur qui a 20 ou 30 ou 40 ans d'avance sur nous. Et c'est vrai. Lui, c'était une école à l'époque des entraîneurs exceptionnels comme Weisweiler en Allemagne, comme Kovacs, qui est de la grande équipe d'Ajax. Donc, lui, c'était vraiment un football total. C'était une personne qui ne parlait pas beaucoup, n'était pas sympathique du tout, mais d'une qualité d'entraînement exceptionnelle. Même aujourd'hui, il était actuel. Le Standard m'a ouvert beaucoup de portes au niveau de culture, au niveau de vie, au niveau de football. Et pour vous dire, quand je suis rentré au Portugal à 27 ans, je suis allé jouer à Portimonense, en Algarve. C'était une petite équipe. Et tout de suite, moi, j'ai pris ma place comme titulaire d'équipe nationale portugaise pendant pratiquement les 6 matchs qu'on a fait. Et moi, j'étais dans une toute petite équipe. Donc, les titulaires à Benfica, Sporting et Porto, ils étaient sur le banc et moi, j'ai joué. Donc, ça a été vraiment ma saison d'or.
Et j'étais international, j'ai marqué 13 ou 14 buts à Portimonense, c'était super à l'époque. Et j'ai commis l'erreur, la plus grande erreur de ma vie. Donc, j'ai pas. Benfica me voulait absolument. C'était Eriksson, l'entraîneur. Il voulait absolument. Et moi, pour une question, je reviens un peu au début de ma conversation. On voulait me couper les cheveux. Ici, c'est une question de parole. C'est une question de parole. Moi, j'ai dit à Benfica, on discutait des conditions, et j'ai dit, écoute, moi, je suis disponible pour faire les bagages et venir à Benfica, mais la réponse doit venir jusqu'au 15, par exemple, de juin, parce que le 16, je me présente pour entraîner Portimonense. C'était ma deuxième saison. Alors, si vous êtes d'accord, très bien. Sinon, je me présente et c'est fini. Et quand je me présente à l'entraînement, le 15, le 16, Benfica dit, viens, on accepte tes conditions. Et moi, tu sais, j'étais éduqué comme ça, donc pas besoin d'un papier. Je dis, écoute, maintenant c'est trop tard, je ne vais pas à Benfica. Et ça, c'est les plus grandes erreurs, parce que Eriksson, il voulait absolument. Benfica, elle a joué la finale de la Coupe UEFA à l'époque contre Anderlecht. Donc moi, j'ai raté beaucoup de choses. Et quand même, j'ai encore joué pour le championnat d'Europe avec le Portugal, les éliminatoires en Finlande. Et j'ai eu une blessure. Et cette blessure m'a tué émotionnellement. Ça m'a frappé beaucoup parce que je voyais tout le succès de Benfica et Eriksson, c'était un révolutionnaire aussi, parce qu'il venait de Malmö, il faisait Benfica tournait à fond, il gagnait le championnat facile. Et moi, j'ai perdu beaucoup de choses. Alors, chaque succès de Benfica, chaque succès, pour moi, blessé et tout, j'étais pas assez fort peut-être pour refaire de nouveau les grands matchs que j'avais faits. Ouais, tu sentais que tu avais perdu cet élan-là. Oui, je suis venu à Belenenses, mais ce n'était pas la même chose. Et alors, je termine ma carrière dans une équipe en Ligue 2, Estrela da Amadora, qui après a monté. Et d'un jour à l'autre, je dis à l'entraîneur, écoute, moi, je ne suis pas d'accord à faire des mises ouvertes tout le temps, donc moi, j'abandonne le football. Et j'ai abandonné le football. Mais tu sais, je crois que j'ai senti un vide énorme parce qu'avant, il n'y avait pas l'information qu'on a aujourd'hui. Moi, j'avais 32 ans, j'étais bien physiquement, mais j'ai peut-être mal calculé parce que c'était un vide énorme de me lever tous les jours pour aller à l'entraînement. Et alors, j'ai fait un peu, tu sais, j'ai fait des choses complètement différentes, peut-être par passion, mais en même temps parce que je voulais pas avoir un contact immédiat avec le football. Et alors, pendant un an, j'ai pas mis le pied dans un stade de football. Et j'ai eu des invitations à gauche et à droite. Moi, j'avais fondé une revue de football qui a donné beaucoup d'importance à des choses que, tu sais, moi, j'ai reçu des primes de meilleurs joueurs Portugal pour différents journaux. Et c'était une chose presque anonyme dans un restaurant. Tu sais, le directeur qui me donnait, prenait une photo et mettait dans le journal, Louise Norton. Oui, et moi, quand j'ai eu le magasin foot pendant 7 ans, tu sais, j'ai donné au football une importance. J'ai créé De la visibilité. des galas annuels au Casino Estoril, tu vois, avec 300 invités. J'ai trouvé des sponsors et tout ça. Alors, prime pour le meilleur joueur, pour le meilleur keeper, pour le meilleur arbitre. Alors, tout le monde de football, tu sais, ça passait en télévision. Et moi, avec des moyens très limités, j'ai fait quelque chose que même aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui parle. Et moi, à certains moments, j'écrivais beaucoup des articles avec mon nom vrai, Louise Norton, des Matos, mais comme je suis Cabral, j'ai signé des articles Maria Cabral. Alors j'ai fait, j'avais pas d'argent pour payer des journalistes. C'était toi tout seul. Et je faisais ça un peu quand on a eu les premières difficultés financières. Mais tu sais, j'ai une médaille pour moi, que c'est une valeur de cœur inoubliable. C'est que à l'époque, comme j'avais la carte de journaliste, et j'adore tout ce qui est sport, moi j'adore. Et alors, il y avait le Grand Prix de Formule 1 en Portugal. Et moi, je suis allé à l'Autodrome d'Estoril, je vais à la conférence de presse, et à l'époque, le champion du monde, c'était Alain Prost. Et alors, j'ai dit à Domingos Piedade, que c'est un Portugais qui a toujours tourné autour de la Formule 1, j'ai dit, écoute, Domingos, est-ce que c'est possible que je puisse faire une petite entrevue, une exclusive avec Prost? Il me dit, non, impossible, Prost, tu vois, lui, c'est impossible d'arriver. Si tu me demandes un autre, il m'a trouvé Michael Alboreto de Ferrari,
que j'ai fait une entrevue, mais je dis, mais je veux poste. Alors, je vais à la conférence de presse et j'avais étudié un peu de la vie d'Alain. Et alors, quand on termine les questions, quelqu'un dit, encore une dernière question, et moi, excusez-moi, moi, j'aimerais poser une question à M. Alain Prost. Et alors, quelle est la question? Et je dis, je voulais poser une question de football. Alors, je me suis présenté, j'étais professionnel à l'Estrela da Amadora, j'ai dit, je suis directeur de magasin de football et tout ça. Et je sais que, Alain, tu as commencé avant de la Formule 1, tu jouais dans un petit club, 13, 14 ans, que c'était Saint-Chamond. Et alors, il me regarde comme ça et dit, alors, ok, viens avec moi. Alors, devant la surprise de tout le monde, il m'a mis dans la motorhome de son écurie, je crois, je ne sais pas si c'était McLaren, je ne me souviens pas, mais il était déjà en Ferrari, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai demandé des photos et il dit, écoute, demain tu es ici à 7 heures du matin avant les essais et on peut faire une séance de photos et on parle. Juste par cette introduction du club de foot, là. Oui, il était étonné, on parle un peu, mais il y avait, comment ça s'appelle, il y avait Marlboro qui m'a fait signer un document de responsabilité que c'était exclusif pour ma revue et nul d'autre pourrait avoir cette entrevue. Et moi, j'avais des photos d'Alain à jouer au football avec moi de la tête, tu vois, jongler un petit peu. Je l'ai mis un équipement un maillot de l'équipe de France. Il ne voulait pas la mettre parce que c'était Adidas et lui ne pouvait pas. Mais écoute, c'est équipe française et tout ça. Alors, c'était des photos exceptionnelles. Tu les as encore, ouais. La revue, je l'ai encore dans mes trucs au Portugal, mais je me souviens que c'était un exclusif mondial. Autosprint d'Italie a voulu acheter donc combien je vendais, moi je dis je peux pas. Mais je garde ça comme une mémoire incroyable. Mais ça pour te dire que j'ai fait beaucoup de choses, donc la revue m'a coupé le temps. Et alors j'ai fait quelque chose, je me souviens d'avoir fait, parce que comme je parlais un peu français, il y avait beaucoup de tournages de trucs français au Portugal. Et je me souviens de faire un tournage d'un film que j'étais à l'aéroport de Charles de Gaulle avec une Brésilienne. Tu sais, des petits trucs. J'ai filmé au Portugal avec Francis Huster, par exemple. C'était une expérience. Mais moi, c'était vraiment des petits rôles, vraiment petits rôles, mais qui, je crois qu'on donne un peu une information très, très large et très vaste d'autres domaines que le football. Et alors, après, j'ai dit que c'est le moment de revenir. Et un an après, on m'invite pour être joueur-entraîneur. Mais j'ai refusé d'être joueur. Et alors, je commence ma carrière d'entraîneur athlétique, un petit club. Et beaucoup de mon méthode, c'était basé sur appel, je vous avoue. Et c'était un peu révolutionnaire aussi. Les joueurs étaient contents parce que même les clubs, ils disaient, coach, les premiers 15 jours, alors on va courir parce que non, courir dans les bois, courir dans la plage, enfin. Non, premier jour, ballon. Mais personne ne fait ça. Oui, je sais, mais moi, je fais. Alors, j'ai pris ma méthode et c'est marrant parce que depuis que j'ai commencé athlétique, déjà il y a beaucoup d'années, jusqu'à maintenant, toutes mes équipes, soit jeunes, soit professionnelles, Ligue 1, Ligue 2, tu sais, ils marquent des buts de la même façon. Donc, ça veut dire qu'il y a une côté offensif de ma part et des exercices que j'ai développés, parce qu'un entraîneur, c'est un voleur aussi d'idées. Donc, on prend là, on adapte aux joueurs qu'on a. Et pour moi, c'est même ici au Congo, l'autre jour, on a marqué un but. Et moi, je dis ça, c'est comme j'ai commencé ma carrière. C'est simple, mais c'est fruit exactement de cette façon d'entraîner que j'ai, que c'est propre. Enfin, c'est pas meilleur que les autres, c'est différent, peut-être, en quelques aspects. Et bon, j'ai commencé comme ça. Et alors, j'ai commencé en bas, vraiment athlétique. Je me souviens à l'époque que je devais marquer les restaurants, marquer l'itinéraire des voyages, les hôtels, parce que c'était une équipe vraiment qui avait besoin. Et j'ai toujours ce sens d'organisation. Donc, j'ai fait 3-4 équipes. Alors, après, je suis parti d'une équipe plus Espigno. Et alors, après, je suis devenu directeur sportif de Sporting. Et j'ai fait un peu tout. J'ai entraîné équipes de Ligue 1, Ligue 2, des équipes nationales. Et je crois que
Je crois que pour moi, il y a un moment aussi que ça a été très bien, c'est quand je suis directeur sportif. À Sporting, j'ai passé 4 ans à vivre le football d'une autre façon complètement différente, mais toujours quand je regardais des joueurs et tout, j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'expérience. J'ai voyagé par tout le monde, Amérique du Sud, Tu faisais quoi? Afrique, C'était tout. quoi ton rôle quand tu es directeur sportif de Moi, j'étais un Sporting? directeur sportif, mais au fond, j'étais euh, plutôt un scouting, dans le scouting spécial. Donc, j'avais un rapport direct avec les entraîneurs. C'est nous qu'on faisait l'équipe, donc j'ai expliqué mon œil d'entraîneur et ça a été bien. J'ai recruté des joueurs qui après se sont à 18 ans, 19 ans, qui étaient, après c'était des internationaux, enfin des internationaux argentins, brésiliens, Ouais, enfin. et c'était une grosse époque. Le centre de formation de Sporting, il n'avait pas, quand j'ai commencé, il n'y avait pas. Mais j'ai participé parce que, par exemple, Cristiano Ronaldo avait à l'époque 11 ans, Quaresma avait 12 ou 13, donc moi je les connais tous. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai visité 2, 3 centres dans l'Europe. J'ai visité Milanello, que c'était une référence à l'époque. J'ai visité, je crois que j'ai visité Auxerre à l'époque aussi, qui avait une bonne école de football avec Giroud. Mais à l'époque, moi, je voulais voir le fonctionnement, tu vois, ça m'intéressait parce que la France était beaucoup plus avancée que Portugal. C'était une référence pour moi en Europe et dans le monde parce que c'était un des premiers pays à avoir les centres de formation. Et alors, je voulais voir comment ça se passait. Milan, parce qu'il y avait à l'époque tous les domaines où à Milanel, c'est super, et c'était une référence. Et alors, on a démarré Sporting. À Sporting, ils ont fait le centre. Moi, je ne suis pas lié déjà au centre, mais je suis lié à l'équipe B de Sporting, qu'on appelait équipe satellite, partenaire, que c'était l'Orignanense. Et alors, c'était une surprise parce qu'on a mis tous nos juniors, parce qu'il n'y avait pas de championnat de sub-21, il n'y a pas de championnat d'équipe B, donc j'ai mis toute l'équipe junior à Lorignanense. Et alors, quand il y a le tournoi de Toulon, il y avait 8 joueurs et tout le monde dit mais qu'est-ce que c'est cette équipe Lorignanense? Parce que Portugal avait fait toujours des bons tournois avec des joueurs de Benfica, Porto, Sporting. Mais au fond, les 8 joueurs, c'était Sporting. Hein. Et je me souviens d'un match Portugal-France que j'étais avec, c'est là que j'ai connu Arsène Wenger, et que l'équipe de France, l'attaque, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'était Henry, Trezeguet et Anelka, c'était les 3. Et dans ce tournoi, Portugal joue avec Boa-Morte, que c'était un joueur de Sporting, qui, dans la foulée du tournoi, a signé à Arsenal d'Arsène Wenger. Et donc enfin, c'est des choses croisées, mais que moi j'ai beaucoup apprécié parce que ce sont des choses différentes. J'ai connu beaucoup de générations de joueurs, mais quand j'ai quitté Sporting, j'ai retourné de nouveau à la vie d'entraîneur. Et donc, j'ai connu tout. Hein. Donc, j'ai pas un palmarès, disons, un CV de succès, des champions de Portugal, enfin d'Europe et tout ça, mais j'ai mon CV intime de vie où j'ai réalisé plein de choses qui m'ont vraiment plu. Hein. Et les gens du foot, notamment Portugal, ils savent, même si c'est pas quelque chose sûrement que tu recherches, mais Non, tu sais, je crois que dans la vie, quelquefois, moi je demande qu'est-ce que c'est l'objectif de la vie. Il y a beaucoup de monde qui dit oh, je veux gagner beaucoup d'argent. Oui, ok, ça va, c'est une chose matérielle, ça va. Mais pour moi, je donne beaucoup plus d'importance à une richesse émotionnelle, à une richesse de vie, d'avoir temps pour la famille. Parce que la vie moi c'est pas une critique, c'est une constatation parce que j'ai vécu tout. Hein. Je sais qu'est-ce que c'est la pression de football, de ne pas voir la famille, de perdre d'un match. C'est vraiment terrible du point de vue de disposition, de tout. Donc, moi, je crois qu'il faut un équilibre, même pour la santé, c'est important. Alors, j'ai choisi, on m'appelait un peu idéaliste, on m'appelait un peu philosophe. On disait, oui, Louis vit dans notre monde, mais ce qui est vrai, c'est que, tu sais, j'ai une richesse d'expérience que
que moi, je regrette rien. Peut-être j'aurais pu faire d'autres chemins, mais on ne sait pas si les autres chemins c'était meilleur. Toute la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant, c'est ça. Alors j'ai profité au maximum, tu vois. Et chaque voyage que je faisais comme directeur sportif, comme joueur, j'ai joué par exemple dans l'équipe à un certain moment, on a fait pendant 2 ans, quand j'ai quitté le football, j'ai participé au match de l'équipe de vétérans de Portugal. Donc Eusebio était toujours là. Et j'ai vécu des choses extraordinaires aussi, tu vois, avec Eusebio, voir la popularité qu'il avait en tous les coins du monde. On jouait surtout, il y avait des Portugais comme Venezuela, les États-Unis, Brésil, enfin, les pays africains. Le football, c'est une activité humaine. C'est pas PlayStation, c'est une activité humaine. Donc, plus d'expérience tu as, plus tu es apte, tu sais parler, si tu parles espagnol, français, portugais, anglais, enfin pour la communication. Et moi, je crois beaucoup à la communication, au plan affectif, quand tu es avec les joueurs, c'est très important. Les joueurs comprennent que de l'autre côté, il y a un leader, il y a un chef, il y a un entraîneur, mais en même temps, il y a un être humain qui peut donner un peu d'affectivité. Et souvent, je dis que mes joueurs, par exemple en équipe nationale d'Inde, que c'était tous de 17 ans avec plein d'espoir, ici au Congo, en Guinée-Bissau, tu vois qu'ils me regardent avec, tu sais, les yeux brillent parce que je peux être la personne qui va donner peut-être une vie meilleure par le football. Alors, quand tu vois tout ça, c'est difficile d'écrire. Hein. C'est des choses que ça vaut pas là. C'est pas, je peux pas dire ça. C'est mieux quelquefois sentir cette sensation que qu'on te donne 3 4 000 euros pour la main. Tu vois. Moi, je crois qu'il n'y a pas de prix. Je crois qu'il n'y a pas de prix. Et j'ai vécu toujours comme ça. Et quand je vois un joueur comme Ibrahim Mbaye aujourd'hui que j'ai vu dans un quartier, il jouait avec des petits sandales. Il avait 15 ans à Dakar. Et je le vois champion de Youth League tout de suite avec Inter de Milan, faire 10 matchs ou 12 matchs par l'Inter. Et aujourd'hui, il joue encore à Bologne. Il a acheté une maison pour son père et pour sa mère. Et tu vois, quand je vois ces succès, pour moi, c'est quelque chose que ça me plaît beaucoup, tu vois. Quand je vois les joueurs qui m'écrivent beaucoup, qui coach, j'ai un enfant, coach, maintenant je regarde, je me souviens de tes mots vis-à-vis de moi. Tu sais, je crois qu'il y a beaucoup de contreparties positives. Et quelqu'un un jour a dit au Portugal qu'un entraîneur qui parle seulement de football, c'est un mauvais entraîneur. C'est curieux, ça peut être contradictoire, mais pourquoi? Parce qu'il faut tout le reste qui est à côté. Le football, c'est important de savoir, la théorie du football, c'est très important, mais aussi cette expérience de vie qui te permet juger mieux les joueurs, être proche d'eux. Parce qu'un joueur qui a confiance en un entraîneur et qui se sent protégé affectivement pour un entraîneur, son rendement est nettement meilleur, surtout dans le procès de formation. Tu vois, les doutes qu'un joueur a à 17 ans sont les mêmes doutes que j'avais aussi à 17 ans. Et moi, je sais. Moi, je me souviens des conversations que j'ai eues des joueurs, par exemple, João Cancelo, qui est à Manchester City, tous les doutes qu'il avait à 17 ans. André Gomes, qui est passé à Barcelone, qui est à Everton, enfin, toutes des générations de joueurs, et les questions qu'ils posent, tu vois, parce que, tu sais, tous les rêves sont là. Et moi, je crois que c'est important, et je me suis habitué. Pour moi, c'est la même chose, être ici au Congo, un peu anonyme, comme entraîner l'équipe de Benfica ou entraîner l'équipe, la Premier League à n'importe où. Ouais. Je m'en fous. Je cours pas derrière l'argent, parce qu'il y a des entraîneurs, j'aimerais bien aller en Chine ou aller en Arabie. Pourquoi? Parce qu'on paye très bien. Mais c'est un peu mercenaire, du point de vue, OK, on va gagner, alors je vais en Chine, je vais là. Parce que moi, j'ai eu l'expérience, j'ai eu des invitations au départ. Enfin, il y a 20 ans d'ici, pour la Chine et pour l'Arabie. Et tu sais, j'ai dit non, je ne change pas ma liberté pour me mettre dans des pays où sont très loin, où il n'y a pas encore un football développé, même si on paye bien. Et je n'ai pas voulu. Enfin, aujourd'hui, on paye beaucoup mieux. Mais quand je vois des pays comme, je ne sais pas, Ouzbékistan et je ne sais pas quoi, qui donnent 5, 6, 10 millions par an à un entraîneur, ils ont payé déjà ça. Alors, tu sais, c'est facile que d'un coup, on veut partir tout de suite. Moi, quand je vais, c'est pour avoir un plan. Un plan,
j'aimerais bien contribuer pour que quelque chose va mieux, mais qu'on puisse travailler aussi transversal. Toutes les catégories vont évoluer. Donc, moi, je crois que c'est ça. Ce n'est pas seulement pour me concentrer, que si on ne gagne pas, on ne gagne pas, on met à la porte et j'ai une indemnité, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, honnêtement. Et j'ai cette expérience. Enfin, quelquefois, tu peux être un peu naïf, parce que je crois que les gens veulent tous la même direction, mais non, le football, c'est un business énorme. Et moi, j'ai un regret d'un pays que j'adore et que j'ai connu, et des joueurs qui, encore aujourd'hui, tous pratiquement m'écrivent des mots, que c'était en Inde, par exemple. Je vais en parler avant que tu te lances sur cette histoire d'Inde. En fait, l'Inde organise en 2017 la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Donc, c'était la première fois qu'une équipe indienne allait participer à une compétition FIFA. Et quelques mois avant cette Coupe du Monde, ils changent de sélectionneur et ils font appel à toi. Tu rentres un peu dans, on va dire, dans l'histoire du foot indien parce que tu es le premier sélectionneur à faire une compétition internationale avec cette équipe des U17. Et voilà, vous créez quelque chose où il y a un engouement populaire énorme et toi, tu travailles sur la base du foot indien. Voilà pour la petite introduction. Comment tu es arrivé en Inde? Comment ils ont fait appel à toi? Comme vous savez, dans le football aujourd'hui, il y a beaucoup de portes, tu sais, beaucoup de fenêtres pour rentrer pour rentrer. C'est pas nécessairement le meilleur CV, c'est un ensemble de circonstances. Moi, j'étais étonné quand on m'a téléphoné. Il y a un Portugais qui m'a téléphoné, il dit, écoute, Luis, tu aimerais aller en Inde? Et je dis, quoi faire? Et alors, ils me disent, c'est pour ils ont limogé, ou ils vont limoger l'entraîneur, c'est un Allemand, et c'est l'équipe nationale qui va faire le mondial. Et moi, premier raisonnement, je t'avoue, je dis, mais l'Inde, au football, ça ne représente rien, c'est cricket, ils stoppent. Alors, qu'est-ce que je vais faire en Inde avec des jeunes? Alors, la première question, j'étais aussi un peu étonné. Mais après, ils me disent, mais qu'il y a un plan, ils sont déjà 8 mois qu'ils travaillent ensemble, je vais t'envoyer des vidéos. Et ça m'a donné un peu d'envie, mais il y avait beaucoup de personnes. Et moi, à l'époque, tu sais que dans ces pays, en Inde, même en Afrique, ils aiment bien avoir quelqu'un qui donne un peu, tu peux donner une information positive sur toi, surtout si la personne a un peu de nom, une recommandation. Et moi, ils ont demandé à José Mourinho. Et Mourinho a fait, enfin, je le connais bien, mais je ne savais pas. Et alors, lui, il a fait par écrit un truc super sur moi. Moi, j'étais ému que lui avait pensé de cette façon si positive à moi et qui a mis pratiquement la tête pour moi. Et alors, ça a été très important et décisif. J'ai la conscience parce qu'il y avait d'autres personnes. Tu sais, il y a les Espagnols qui ont beaucoup de force, il y a les Français, il y a les Allemands. Tu sais, quand il y a un coach. Et pour moi, je vais vous dire, même mes amis me disaient, les gens, mais tu es fou, tu vas en Inde, c'est pour éternier ça, ils ne gagnent pas un match. Oui, je sais. Mais tu sais, d'abord, moi, j'ai la possibilité d'être présent dans un championnat du monde. Et un championnat du monde, c'est un championnat du monde. Donc, je m'en fous, c'est sous 17, sous 20, c'est un championnat du monde. Et pour moi, ça m'intéressait. J'adore travailler avec les jeunes. Et je sais que je peux être un peu important, non au niveau de résultats, parce que je ne suis pas fou, mais au niveau de développement. Et je me souviens que une des premières conférences de presse, tu vois, quand c'était le tirage au sort, il y avait Ghana, il y avait États-Unis et Colombie. Donc c'est vraiment un groupe, tu n'as aucune chance. Hein. Tu n'as aucune chance pour être prêt quand tu as seulement 1 an de travail. Il n'y a pas un championnat de juniors en condition, donc c'est difficile. D'ailleurs, moi, je suis arrivé à 7 mois du mondial. Et quand je vois l'équipe, tu sais, les deux arrières centraux, ils avaient 1m68 ou 69, tu vois, au 1m70. L'équipe était très petite. Hein. Et j'ai eu la chance, parce qu'il y a toujours un Portugais quelque part dans le monde, il y avait un Portugais qui m'a envoyé un message pour me féliciter. Il dit, écoute, si tu as besoin de quelque chose, moi je suis en Inde depuis 2 ans et je travaille avec une école ici en Inde. Et alors je lui posais la question, un peu innocemment, écoute, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs plus grands que cette équipe que j'ai ici? Parce qu'il connaissait l'équipe. Il me dit, coach,
le- à mon avis, tu dois chercher à voir Punjab. les joueurs de Punjab, de Minerva, parce qu'ils sont les champions, c'est l'équipe plus forte. Alors, j'ai dit donc à l'époque au directeur, Abhishek, qui était avec moi, je dis, écoute, fais venir ici à Goa l'équipe de Minerva. Oui, bien sûr, coach, pas de problème. Ils ont joué, ils ont gagné. Et à la fin, j'ai pris 8 joueurs. T'as changé l'équipe. 8 joueurs. Alors, mais il n'est pas là. Oh, coach, alors qu'est-ce que vous avez fait pendant un an avec un Allemand ici? Vous n'avez pas préoccupé avec la taille des joueurs, avec la qualité? Alors, la plupart des joueurs que j'ai pris, il y a eu 5 qui n'étaient pas dans le groupe, ou 6, directement titulaires. Hein, directement titulaires. À 6 mois du mondial. À 6 mois du mondial. Donc, et là, j'ai compris que c'était vraiment difficile. Mais j'étais très content, surtout les premiers 2 matchs. On a donné une image fantastique. Avec la Colombie, à 9 minutes de la fin, on est 1-1 avec une équipe qui avait 3 joueurs qui jouaient en Ligue 1 de Colombie, hein, senior. Devant 60 000 Donc, personnes. oui, 50 000 personnes, ambiance fou. Moi j'ai adoré. Et alors, la fédération me dit, écoute, maintenant, pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoutez, vous, le mondial, vous avez une grande victoire dans le mondial. Mais comment, coach? Parce que vous préparez l'avenir. Et cette génération, c'est la meilleure génération de l'Inde. Alors, profitez du travail et de l'argent que vous avez dépensé et on va suivre, et on va faire, moi j'ai présenté le projet olympique basé sur cette équipe, sur un travail j'ai dit un travail de 6 ans. Moi, peut-être, je ne serai pas là 6 ans ici, mais je m'engage avec vous à faire ça. Et je vous garantis, je disais ça dans la conférence de presse, et beaucoup de journalistes étaient un peu étonnés. Et moi, je dis, dans 2 ans, la plupart des joueurs seront en Super League et beaucoup en équipe nationale. Ils disaient, mais coach, mais vous croyez? Je crois, j'ai la certitude. Et c'est vrai. Et alors, comment opérationnaliser cette révolution? J'ai dû faire une réunion avec les cadres de la fédération, qui venaient des gens de Calcutta, de Mumbai, de Delhi, pour m'écouter. Et moi, j'ai dit, écoutez. Ils aiment bien ces grandes réunions. Oui, ils adorent. J'ai dit, pourquoi ne pas jouer le I-League? C'est un championnat senior qui a 6 joueurs étrangers, des 6 joueurs, enfin, seniors. Et alors, on pourrait faire un an comme ça. En plus, l'équipe qui joue la première fois ne descend pas. Donc, on n'avait pas le risque de descendre. Et alors, j'ai défendu, j'ai dit, le plus naturel du monde. J'ai dit, dans la réunion, ils me disent, mais coach, mais nous, on va éterner. Bien sûr, on va éterner. Mais quel est le problème? On va gagner expérience. Ah, mais c'est mieux jouer en junior. Mais c'est mieux pourquoi? Parce qu'on a plus de possibilités de gagner. Mais vous voulez gagner ou vous voulez former? Faire un championnat pour gagner 7-0 ou 8-0, tu ne vas pas, on va être premier, mais tu ne vas pas progresser. Alors moi, j'ai besoin de difficultés. Et alors il dit, coach, mais tu ne vas pas gagner un match. Non, je vais gagner des matchs. Je vais faire des points. Et si on fait 1 point par match, c'est déjà exceptionnel. Et le premier match, on a gagné 3-0 contre Chennai. Et alors, c'était tout fou, tu vois. Tu sais, j'ai vu des commentaires que Indian Arrows, c'était l'équipe qui jouait le meilleur football. Mais on était très jeunes. La moyenne d'âge, c'était 16 ans, 9. Alors, c'est de jamais vu. Tout le monde voulait le joueur. Toutes les équipes de ASL voulaient le joueur. Nous avons joué la compétition asiatique de sub-19 avec la base sub-17. On a fait 4 points, on était deuxième au groupe. Mais on a été éliminé. Mais on a joué avec la sub-17. Donc, on avait tout à gagner, tout. Parce que les Indiens étaient trop pressés, ils parlaient gagner contre les équipes européennes. Et j'ai dit, oublie. Parce qu'il faut d'abord gagner contre les équipes asiatiques. Tu sais, Vietnam, tu sais, la Syrie, tu sais, les équipes qui sont là et qui sont très fortes. Japon, Corée, Australie. Après, on peut penser en Europe, mais nous, on n'a aucune chance de jouer. Je dis, l'équipe d'Angleterre qui a gagné le mondial, sub-17 en Inde, il joue ici à ASL, il gagne le championnat facile. Quand tu vois les joueurs qu'ils avaient, les qualités, des joueurs qui sont titulaires en Bundesliga et en Angleterre à 18 ans. Ouais, il y a Sancho, Phil Foden, il y en a un autre à Chelsea. Ouais, Foden, tout ça, c'était des super. Plus les autres qui sont là et qui sont sur le banc. Alors, cette réalité, c'est important. Et moi, j'ai un peu, enfin, je sais qu'il y a déjà au moins 4 ou 5 qui sont
titulaire habituellement en équipe nationale de l'Inde, la principale. Et donc, je sais qu'on a construit quelque chose de très bon. Mais ils n'ont pas donné de temps parce que je crois que le problème, c'est pas seulement en Inde, c'est souvent ils vont les choses trop vite et ils pensent que c'est de pousser un bouton et que demain il y a des résultats. Non. Moi, j'ai dit 6 ans et je veux mettre dans le map. Et le map, c'est jouer en équipe pour gagner des compétitions en Asie, pour être bien classé en Asie. C'est important le management, c'est important de connaître qu'est-ce que tu fais avec les jeunes. Parce que les jeunes, ce ne sont pas des équipes professionnelles. Hein. Tu dois les supporter beaucoup. Hein. Et donc, l'Inde, pour moi, c'était une bonne surprise. C'était une excellente expérience de vie aussi. T'as bien aimé l'Inde, ouais, pour vivre? Tu sais, l'Inde, c'est un pays de grands contrastes. Moi, j'ai essayé de prendre un peu toute cette la religion qu'ils ont, la façon comme ils vivent. Moi, j'ai vécu, par exemple, la plupart du temps à Goa. Goa, c'est une autre Inde, c'est une Inde un peu différente. Et en plus, c'est trop portugaise, parce que malgré qu'il y a beaucoup de noms portugais, des gens qui sont portugais mais ne parlent pas portugais. C'est un peu bizarre. Mais j'étais vraiment, j'ai fait des amis. Je crois qu'il y a une fidélité énorme dans la plupart des gens qui ont travaillé avec moi. Et tu vois des contrastes, une société qui a une richesse incroyable, un pays qui a un travail fabuleux, mais en même temps, il y a une différence énorme sociale parce que ce sont des milliards, 1,5 milliard, donc c'est beaucoup, et ça frappe un petit peu. Tu sais, il faut être connaître un peu la mentalité et tout pour comprendre tout ça. Parce que je dis souvent, l'Afrique aussi, il y a des hauts et des bas, mais l'Afrique, moi, je trouve des peuples qui sont plus joyeux, ils rigolent, ils prennent la vie un peu plus à la brésilienne. Les Indiens sont trop fermés. Ils ont l'air de tristesse. Si tu peux te photographier les yeux de la population, tu vois beaucoup une certaine tristesse. Mais j'ai connu des choses très bonnes. Culturellement, c'est un pays très, très riche. Donc, moi, j'ai voyagé beaucoup. Et bon, c'est une expérience de vie. Ça m'intéresse toujours pour un peu analyser la présence des entraîneurs étrangers dans des pays. Et on parle tout le temps, ici en France, on prend l'exemple des Portugais en disant il y a un vrai réseau, une vraie communauté d'entraide entre les entraîneurs. Toi, t'expliquais un peu cette histoire avec José Mourinho qui a fait une lettre de recommandation. Tu le sens, ça, qu'il y a cette envie d'aider son confrère entraîneur portugais? Moi, je crois qu'il y a une solidarité entre les entraîneurs portugais parce qu'on a développé, Mourinho, il est grand responsable de cette ascension des entraîneurs portugais par les succès qu'il a eus. Et donc, on parle beaucoup d'une école d'entraînement portugais. Et c'est vrai, nous avons fait beaucoup de progrès au niveau de l'entraînement, mais surtout, il y a beaucoup de monde qui parle périodisation tactique, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Moi, j'entends quelquefois, j'ai déjà des réunions aux États-Unis, tout ça, ils parlent, parce qu'il y a des bouquins sur ça. Le problème, c'est pas la théorie. Le problème, c'est c'est l'opérationnalisation. C'est mettre en pratique ce que dit la théorie. Et beaucoup de monde confond. Tu sais, lorsque Lille va sûrement, j'espère, il va être champion de France cette année. Et c'est une équipe, c'est un Portugais qui a la vision que Gérard Lopes est allé chercher, qui s'appelle Luis Campos. Et Luis Campos, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti l'équipe technique avec des Portugais. Donc, il y a Gaultier, mais il y avait deux Portugais qui c'était très important dans l'opérationnalisation d'entraînement, et des joueurs portugais, et surtout Joseph Fonte. Donc, nous, aujourd'hui, soit joueurs, soit entraîneurs, on a perdu le complexe peut-être des années 80, 90, et on est très fiers et très confiants. Et tu vois des Portugais partout dans le monde avec du succès. Et dans des pays, différents pays, je crois qu'il n'y a aucun pays du monde, en fonction de 10 millions d'habitants que nous sommes, avec la qualité, la richesse de résultats qu'ont les Portugais. Parce que je ne vois pas ni français, ni anglais, ni allemand, ni italien, ni espagnol dans des équipes, des championnats, des top. Tu vois, en Inde, par exemple, il y a beaucoup d'Espagnols, oui, parce que l'Espagne et l'Angleterre, ils font un très bon marketing, mais tu mets des entraîneurs portugais, ils auront
aussi le succès qu'ont les Espagnols, parce qu'on on dit équipes, tu vois, 7 Espagnols, c'est normal que c'est un Espagnol qui gagne. Donc, tu dis qu'il y a le réseau, mais il y a surtout la qualité. C'est pas pour une question de, comment est-ce qu'on dit, d'être, enfin, trop nationaliste, mais tu sais, Portugal a de très, très bons entraîneurs dans des championnats très poussés, comme Italie, comme Espagne, enfin, ils sont partout. Et avec du succès, c'est champion au Vietnam, c'est champion en Chine, c'est champion en Arabie, ils sont partout. Parce qu'on a une chose que je crois, là c'est très important, par exemple, il y a beaucoup de Français qui travaillent en Afrique dans des pays francophones. Et alors, c'est un peu normal. Mais nous, Portugais, on travaille partout sans avoir aucun point en commun à la culture, à la langue et tout ça. On s'adapte. C'est peut-être nos passés aussi de 1500, 1600. Tu sais, on a découvert beaucoup de choses dans le monde comme les Espagnols. Et alors, on est habitué. Tu sais, Portugal, c'est un pays que moi, je me suis toujours habitué à vivre avec des Africains. Et on vit, il n'y a pas de racisme au Portugal. Nous arrivons à un pays et on s'adapte à la religion, on s'adapte à la nourriture, on s'adapte aux costumes des pays. Moi, je crois que c'est un des points les plus positifs, Et tu parles avec beaucoup d'entraîneurs portugais, ils sont très sûrs d'eux. Hein. Et ça, c'est important pour aller trouver un projet à l'international, d'être confiant et sûr de soi, pour savoir se vendre, Oui, entre guillemets. nous avons qualité d'entraîneur et qualité de joueur. Donc Ronaldo, Figo, enfin des joueurs de dernière génération, Foutre, tu sais, toute cette génération de joueurs, Manchester City va jouer la finale avec 3 Portugais. On a une richesse incroyable parce qu'on n'a pas peur, on a gagné une personnalité et on est sûr de nous. On est sûr de nous. Cette question d'adaptation, c'est très important. Tu ne peux pas partir dans un pays et alors dire, oh, je ne savais pas que c'était comme ça. Oh là là, non, les Portugais s'adaptent. Et il y a aussi cette différence un peu avec d'autres pays où vous vous formez à l'université, non? Oui, et on partage beaucoup. Il y a beaucoup de congrès, il y a beaucoup de séminaires, tu vois. Même les clubs comme Benfica, comme Porto, organisent des séminaires dans leurs installations pour discuter soit la médecine de sportifs, soit tu sais, la nutrition. Aujourd'hui, les clubs portugais sont très avancés et la formation travaille très bien parce qu'on parle des 3 clubs au Portugal, mais tous les autres comme Braga, comme Guimarães, ils travaillent très très bien, ils travaillent très bien. On est très fort, hein, on est très fort. Et le cadre compétitif qui était nul il y a quelques années, aujourd'hui c'est un cadre compétitif très intéressant avec un championnat qui pour moi devrait exister en France aussi, c'est le championnat de sous-23. Tous les matchs sont télévisés. Donc, c'est important que les joueurs puissent maintenir une culture de club à jouer ensemble, ne pas être dispersés. Donc, par exemple, un club comme Benfica, qui a équipe junior, équipe B, équipe sous-23, tu sais, ils peuvent mouvementer environ 60 joueurs sur 3 catégories. Et un joueur de junior peut jouer en équipe B, peut jouer en sub-23. Et ça, c'est une raison que Portugal s'est rendu un pays très compétitif. Et les Youth League, tu sais, il y a toujours Porto, Benfica, ils sont en finale, en demi-finale, avec des équipes enfin, qui dépensent beaucoup plus d'argent. Et ça, c'est aussi très important. Ouais, ouais, ouais. On voit que c'est une bonne phase, parce qu'après, le football, c'est des cycles. Et là, on est dans un cycle haut de la formation portugaise, en tout cas. Oui, oui. Toi, ces 3 dernières années, tu as été dans la formation en Inde, en France et là, en RDC, en Afrique. Comment tu t'adaptes? Est-ce que tu vois beaucoup de différences chez les jeunes de ces 3 continents? Ton rôle de manager, est-ce qu'il est différent selon le pays où tu es? Oui, oui, parce que, comme je te disais, il faut savoir où est-ce qu'on va, quel est l'environnement où on va travailler. C'est très important. Par exemple, en Inde, j'ai vu les joueurs, une des choses il y avait une barrière, je vais te dire, quand je suis arrivé, il y a une grande timidité, respect des joueurs. Parce que tu sais, tu connais l'Inde comme moi, ou mieux que moi, tu sais, il y a la question des classes et tout ça. Alors, ils sont très polis, mais ils ne prennent pas beaucoup de décisions, D'initiative, ouais. d'initiatives. Donc,
Et alors, c'est la tradition. Moi, je discutais avec mon adjoint, il dit que ces gens en Inde, ils ne peuvent même, choisir naturellement la femme qui va marier avec eux, parce que normalement, c'est des choses. Alors, tu sais, quand tu n'as pas ça, pour eux, c'est très naturel que ce soit comme ça, que ce soit la mère à choisir la fille. Alors, ils ne peuvent pas prendre des décisions non plus. Ils ne prennent pas des décisions très importantes dans la vie. Ils ne vont pas prendre des décisions sur le terrain. Ils ont peur. Parce que le football, c'est un match, c'est un jeu qui a ses moments, ok, mais ce n'est pas seulement le talent ou la qualité qui intéresse. Parce qu'il faut savoir prendre des décisions, avoir la personnalité d'avoir le ballon dans les pieds, de rater un passe, mais après, sans problème, repartir. Alors, prendre des décisions vite en football, c'est la clé. C'est des bonnes décisions. Et là, quand je suis arrivé, fin d'un certain temps, je dis, écoute, le manager de l'équipe, il me dit, écoute, il n'avait jamais le téléphone. Le soir, il n'avait jamais le téléphone. Et moi, je dis, mais le téléphone, moi, je les garde toute la nuit. Tu gardes le téléphone. Ils avaient, par exemple, 2 heures pour avoir le téléphone après le repas. Et après, c'était toujours confisqué. Ils ne disaient rien. Ils étaient en stage depuis déjà 8 mois à vivre dans des hôtels. Rarement, ils allaient chez eux. Alors, une fois par semaine, j'ai dit, il faut qu'ils reposent, il faut un jour pour nettoyer la tête. Hein. Alors, ils ne pouvaient pas aller à la plage, ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas couper les cheveux. Tu sais, c'était une discipline très... Et un jour, je parle avec les joueurs, je dis, vous aimeriez bien avoir le téléphone? Oui, coach, on aimerait bien. Et dimanche que vous avez libre, vous aimeriez faire quoi? Ah, moi, j'aimerais aller au cinéma. Ah, moi, j'aimerais bien aller couper les cheveux. Ah, j'aimerais aller à la plage. Et moi, j'ai donné cette liberté. J'ai dit, écoute, j'ai parlé, j'ai dit, coach, mais ils ne sont pas habitués. Oui, mais ils vont s'habituer parce qu'ils sont normaux, ils ont contact avec le monde. Hein. Et rien que ces petits gestes, les joueurs sont donnés à fond. Tu sais, j'ai vu une joie complètement différente. Ils venaient avec, tu sais, rigoler, parce qu'ils ne rigolaient pas. Ils ne rigolaient pas, tu vois. Et ça, c'est pour te dire que cette petite influence, ils vont te suivre mieux. Et alors, je sais que j'ai remplacé un entraîneur qui les menaçait beaucoup, criait beaucoup, et qui a même frappé un joueur. Et alors, ils avaient peur de moi. Et pour moi, j'étais l'autorité qui va peut-être les frapper aussi, tu vois. Et quand j'ai senti ça, tu sais, on les a libérés. Alors, question football. Moi, quand je suis arrivé, ils jouaient football direct. C'était toujours 8 hommes à défendre et 2 à courir de devant. Poum, 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 ils couraient. Et moi, ballon de les pieds, tu sais, un peu comme les corps portugaises. L'Espagne joue aussi, prépare comme ça. Alors, ils ont développé, ils ont fait les meilleurs buts le meilleur but de I-League. Je crois que dans les 10 qu'ils ont passés avec 4 anneaux, mais des actions, de construction, en touche, enfin. Et bon, ça c'est pour te parler de l'Inde. En Afrique, tu as une chose que tu trouves moins en Inde, mais tu as une chose exceptionnelle en Afrique, c'est le football de rue. Ouais, la qualité, non? Où il développe toutes ces qualités d'agilité, de force, tout, parce qu'il joue dans des terrains, tu sais, minables, mais pieds nus quelquefois. Aujourd'hui, il n'y a pas de football de rue en Europe. Avant, il y avait, même au Portugal. Aujourd'hui, à 6 ans, 7 ans, l'enfant va dans la voiture de son père, tu sais, avec les chaussures Nike ou Adidas. Ils n'ont rien. Donc, avec des bons terrains d'entraînement. Et alors, même, moi, j'ai vu, par exemple, en France, surtout, tu sais, les joueurs, ils respectent beaucoup si la pelouse est un peu abîmée. C'est un peu, tu sais, parce que ils ne sont pas habitués. C'est un peu comme l'alimentation. Tu vois, quand tu as trop, tu ne te rends pas compte que si tu manges la moitié d'un pain et tu le jettes, tu sais qu'on fait ça beaucoup dans la société européenne. En Afrique, tu sais, tu dis ça, c'est un repas pour une personne. Alors, tu sais, tout ça sont des choses qui changent le caractère, qui changent l'abordage des joueurs, à la compétition et tout. Tu sais, en Afrique, un joueur vient à l'entraînement, souvent, s'il est à 7 km, même s'il a l'argent qu'on lui donne pour qu'il vienne en transport public, lui vient courir pour mettre l'argent à la famille, pour pouvoir manger un peu mieux à la fin de journée. Et
Et donc, tu dois t'adapter à tout ça. Un Africain, il n'a jamais de douleur. Il peut être avec un ménisque cassé qui dit qu'il n'y a pas de problème. Il dit que, tu sais, alors, il y a une capacité de souffrance énorme, énorme. Tu sais, quelquefois, je vois les pieds qui sont, les chaussures sont serrées, alors ils ont un peu de sang dans les pieds, mais ils ne se plaignent pas. Alors, c'est très important parce qu'ils savent bien que leur vie, le futur, il peut dépendre de ça, enfin, de pouvoir enfin, frapper l'œil de quelqu'un pour qu'il puisse partir en Europe. Et alors, au LOSC, moi, par exemple, j'étais surpris que, mais ça en rapport à une académie portugaise, par exemple, que les joueurs qui ont 10 ans de club, qui ont rentré à 7 ans et qui ont 17 ans, ou des choses comme ça, que soit n'ont pas une personnalité, tu vois, de club. Et ça, c'est une erreur de formation. Parce que, par exemple, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas, par exemple, avant un match, même si c'est un match amical, il n'y a pas une petite réunion des joueurs au centre du terrain. Allez, on va gagner. Hein. On marque un but, c'est la même chose. Donc, il y a une... Tu sais, on passe à côté. En France, il n'y a pas cette idée d'institution. Oui, oui, c'est vrai. Moi, je disais, mais toi, tu dis rien. Ma coach, moi, une fois, il y a un petit problème dans l'entraînement disciplinaire. Et moi, je dis au capitaine, mais écoute, toi, tu pourrais dire à lui, tu pouvais éviter ça. Toi, comme capitaine, tu dis, écoute, ne fais pas ça. Hein. Oui. Alors, l'entraîneur, il ne doit même pas savoir. Mais tu sais, c'est rendu un peu public. La réponse qu'il m'a donnée, c'est oui, mais il est dans l'autre équipe. Mais l'équipe, c'est la même. Ici, on est tous de Lille. Alors, à l'entraînement, il y a le rouge et le vert. Alors, toi, comme capitaine, tu es le capitaine de tous les joueurs. Tu vois? Et c'est un joueur qui avait 10 ans, 11 ans de club. Et ça, oui, coach, oui, je comprends. Mais non pas. Et en plus, il y a une chose très mauvaise en France, c'est que ils ont des salaires très élevés, très jeunes. Très élevés, très jeunes. Alors, le joueur gagne en importance. Le joueur, l'agent, le papa ou la maman, c'est, il a peur de rester. Même j'ai senti qu'on respecte trop, on a une certaine peur de collision. Tu sais, ça, c'est un principe de la défaite pour moi. Tu vois, c'est le club qui doit commander parce qu'ils sont logés, ils sont nourris, ils ont un centre, ils ont tout. Et alors, ils ont vitamines, gymnase, ils ont tout. Et alors, en plus, il y a des joueurs, tu vois, qui gagnent beaucoup d'argent. À 17 ans, tu sais, c'est la famille qui roule dans des voitures tu sais, haute cylindrée. L'argent, c'est la chose la plus facile. C'est difficile de gagner, mais c'est très difficile de dépenser. Hein. Et alors, c'est un peu vrai. Tu sais, quand tu as plus d'argent, tu vas avoir une dispersion dans ta tête. Au Portugal, le capitaine, il peut, à Porto, au Benfica, ils ont une culture que si tu ne cours pas à l'entraînement, tu sais, ils vont dire, OK, ici c'est pour courir, c'est tout le monde, parce que dimanche, on a besoin de gagner le match, par exemple. Mais comment ça se passe? Il y a cette histoire d'institution, mais les agents au Portugal, ils sont quand même présents, il y a quand même cet individualisme qui se développe quand même dans le football énormément. Pourquoi tu dis qu'au Portugal, ils sont moins pollués par tout cet entourage? Parce que les clubs ont plus de force dans les traditions. Et parce que les éducateurs sont forts aussi, parce que normalement, ils ont beaucoup d'années de club, mais ils ont beaucoup d'années dans le sens d'être employés à la vie, mais parce qu'ils aiment ce qu'ils font, tu vois. Moi, en France, je crois qu'il y a un peu enfin, je parle de lorsque les mois que j'ai passés, qu'il y a une certaine lassitude parce que l'important, c'est garder l'emploi, tu vois. Ils sont fous. Donc pourquoi je vais me fâcher avec le joueur ou son agent? Je m'en fous. Et moi, j'ai senti un peu ça. Il y a peur de prendre des décisions. Et c'est pour ça, enfin, moi, j'allais pour changer un peu tout ça et amener un peu notre culture portugaise. Parce que moi, je trouve, par exemple, qu'il faut, enfin, c'est une intervention de chacun, mais il faut que le joueur puisse savoir qu'est-ce que c'est l'erreur pour corriger. C'est-à-dire, tu ne peux pas te corriger tout à fait les joueurs. Il faut mettre le ballon à droite. Et s'il le met à gauche, on stoppe l'entraînement, par exemple. Et alors, on va parler une minute avec l'équipe parce qu'il faut faire ce que l'entraîneur veut. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ça, c'est conditionner énormément les prises de décision des joueurs. Nous, on doit montrer un chemin et c'est un peu guider les joueurs dans ce chemin. Mais il va toujours rater.
former, c'est depuis qu'ils sont 10 ans, 8 ans et qu'ils écoutent tout, 12 ans, 13, 14, 15, ne laissez pas grandir une côté d'égoïsme, par exemple, d'individualisme, mais développer toujours le concept de collectif, d'équipe, d'un bien commun. Tu sais, et ça, en France, je te dis, c'était plus difficile, et c'est difficile de changer ça en quelques mois, que l'Inde ou l'Afrique. Mais dans l'Europe, moi je compare Portugal et compare la France. Je connais de Lille. Et Lille, comme je dis, c'est une équipe de l'élite de la France. Et quand je vois, il y a une différence énorme, 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 surtout de mentalité. C'est pas qualité, parce que la qualité, la France a de très bons joueurs, très bons joueurs. Mais il y a 2-3 choses qu'on peut être améliorées et que la France avait il y a 15, 20 ans, il y avait ça. Quand je t'ai parlé d'Auxerre et tout ça, Giroud, tous ces gens, il y avait vraiment une discipline de jeu, discipline de vie, que c'était exemplaire. Maintenant, je n'ai pas connu ça. J'ai connu une dispersion très grande. Benfica, ils ont toujours des joueurs qui ont cette mystique de transmettre les valeurs, tu vois. Parce qu'on arrive en Argentin, parce qu'aujourd'hui, les équipes, c'est un peu l'ONU, c'est multiracial maintenant. Alors, quand on vient en Argentin, on vient un Africain, qui sont de cultures différentes, c'est les joueurs anciens du club qui vont le mettre dans le bain. Et en plus, ils disent toujours le meilleur, le plus bien de Benfica, de Sporting au Porto, ils sont étonnés. Parce qu'il y a vraiment beaucoup dans l'égoïsme qu'il y a dans la société actuelle, que chaque joueur a son monde, enfin, avec les iPads et avec le téléphone et tout ça, chacun a son monde, mais quand même, ils développent beaucoup la culture de manger ensemble régulièrement, toute l'équipe, tu vois. Je sais qu'il y a eu le Covid, mais moi je m'attendais à plus cet sentiment, tu vois. Et c'est dommage quand Luis Campos est parti, enfin, quand venait le nouveau, je ne sais pas, j'ai eu une petite conversation avec le nouveau directeur général, je lui ai dit ce que je pensais. Il a trouvé très intéressant. Il dit qu'il s'identifie avec ça. Donc, c'est la base parce qu'il y a des clubs qui ont plus, comme on parle de formation aujourd'hui, comme Rennes par exemple. Moi, je ne connais pas le fonctionnement, je ne peux pas dire si c'est mieux ou plus mauvais. Mais il faut que les clubs aient une identification avec ces valeurs. Et pour la suite, c'est quoi ta suite à toi? Moi, ma suite maintenant, quand je rentre au Portugal, c'est voir si on peut, d'une façon logique et normale, faire la promotion de 3-4 joueurs ici de l'académie là-bas. C'est justifier cet un an et demi d'investissement, de travail avec des joueurs qui aujourd'hui ont 18 ans, donc ils sont en conditions légales et idéales pour pouvoir partir à l'Europe, où ils feront toujours une post-formation. Pour moi, je considère que cette première année, même s'ils sont juniors, ils peuvent jouer comme juniors, c'est leur donner le complément de ce qu'ils n'ont pas ici. Complément qu'ils n'ont pas ici, qu'ils n'ont pas eu ici au long de sa vie. Donc, la question de nutrition, pour moi, c'est un facteur critique de succès, qu'ils puissent manger 4 repas par jour, enfin, comme les 3-4 repas comme fait tout le monde. C'est l'aspect médical, c'est l'aspect de prévention, c'est toute cette chose que aujourd'hui les clubs européens ont et qui va permettre le développement dans d'autres conditions pour les joueurs. Donc je suis très curieux de voir si je peux arriver à ça. C'est marrant parce que je te demande toi ta suite et tu me réponds quand même pour les joueurs. Oui, parce que ma suite sera un peu liée à ça. Je peux continuer ici, normalement, lié. L'idéal, c'est si je peux trouver, par exemple, que les joueurs puissent jouer ensemble là-bas et que je puisse avoir ou aider un club à avoir une méthodologie qui sont déjà habitués. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont au-delà de ce que je fais ici. Mais pour le moment, je n'ai pas d'autres plans. Honnêtement, je n'ai pas. Tu pourras reprendre ta valise, peut-être. Ah, ma valise est toujours prête. Hein. mais normalement, j'essaie toujours de donner une possibilité où je suis. Donc, il faut voir les pros. Parce que moi, je vais te dire, ce qui me fait hésiter, c'est on me propose quelque chose de défi. Moi, j'adore le défi. Et quand je vois que je peux être utile, oui. Mais par exemple, j'ai eu
quand j'étais ici, pour moi, c'était très facile d'avoir dit oui à un projet d'équipe nationale ici en Afrique, qu'on m'a téléphoné. Et moi, j'ai dit non, pour le moment, non. Au moment qu'on se fixe sur un avenir ici de projet, tu peux pas partir. Je ne vais pas laisser... Je reviens à l'histoire de Benfica, l'histoire de mon cheveu et tout ça. Moi, j'ai un compromis ici. Donc, je peux partir si je veux. Mais ici, il y a une possibilité de me sentir utile à faire quelque chose qui va grandir ce projet, très bien. Sinon, je vais voir. Mais pour le moment, je n'ai aucun plan qui ne soit pas donner une continuité à ce travail. Super clair, merci en tout cas de nous avoir fait voyager. Merci beaucoup aussi. À très bientôt et on se verra en France, au Portugal, en Afrique, en Inde, on verra. Ok Hugo. Salut Luis. Au-delà de l'entraîneur, j'ai eu la chance d'échanger avec un véritable professeur qui sait délivrer les bons messages et sait accompagner les joueurs dans leur choix de vie. Il est certain que tu dois être la bonne étoile de bon nombre d'entre eux. À bientôt Luis. Voilà, vous venez d'écouter le 20e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt. Baila, baila esta cumbia que te